Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous propose de regagner vos places progressivement. Et je vous propose de... Je suis très heureux de vous accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de ouvrir simplement cette soirée de la Fondation Palladio. Je suis Joachim Flieger, le délégué général de la Fondation Palladio depuis quelques mois. Et avec Mecca Brunel, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de nous retrouver. Il nous faut aussi ces moments en présentiel, physiquement, pour penser ensemble et puis pour dire un peu ce que fait Palladio, ce que produit Palladio tout au long de l'année. Avant toute chose, je voudrais remercier également Monsieur le maire Quentin Brière d'être avec nous, au premier rang ici. Un rôle très particulier ce soir et pour l'année qui s'ouvre. Dire aussi que ouvrir cette séquence ce soir, ça n'est qu'un des chapitres de la semaine. Nous étions avec Mecca Brunel, présidente de la Fondation Palladio, avec Emmanuelle Cos, vice-présidente en charge de l'Université de la Ville de demain, à Béthune, accueilli par Olivier Gacquer, le maire de la ville, pendant toute une séquence qui a duré toute la journée de mardi, qui nous a permis aussi de présenter les actions collectives de Palladio et de montrer ce qu'on fait très concrètement sur le terrain, au plus près des territoires. Autre moment clé, c'était la séquence de restitution du cycle des auditeurs, auditrices et auditeurs du cycle 2024. Vous étiez nombreux à être avec nous ce matin, près de 60 personnes à la Maison Palladio, pour échanger, pour discuter sur ce thème qui vous a accompagné pendant un an, prendre soin de la ville. Je crois que là, on remplit aussi la mission de la Fondation Palladio de créer ces moments de débat. Ça, c'était le chapitre 2. Et le chapitre 3, c'est ce soir, de pouvoir vous emmener en fait dans plusieurs séquences. Je voudrais avant tout vous dire que nous sommes aussi accueillis dans un lieu emblématique et remercier tout particulièrement à la fois la société SFL, Dimitri Boult, qui nous a permis de rentrer en contact avec les équipes de la Banque Postale. Je voudrais remercier à la fois Stéphane Dédéian et plus particulièrement Priscilla, le prix ELEC. Vous nous accueillez royalement dans ce lieu et je crois que c'est aussi tout un symbole de nous retrouver dans ce lieu, dans cette réussite de la ville qui se reconstruit sur elle-même. Un grand merci. 4 temps pour nous accompagner ce soir, comme 4 saisons, comme un concerto, si vous voulez. Le premier temps, ce sera le pôle académique, pour vous faire quelques annonces clés, y compris avec le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière. Un deuxième temps qui sera celui d'une table ronde autour de la notion d'habiter, de ce que habiter veut dire, avec nos intervenants ici présents, avec Alain Taravella, avec Clément Lecuivre, avec Thomas Charvet, animé par Carole Papazian. Merci d'être avec nous. Un troisième temps de ce concerto qui sera un échange avec Heinz Wiesmann. Merci Monsieur Wiesmann d'être avec nous pour réfléchir avec nous sur la ville européenne et l'Europe. Et puis un moment conclusif avec Mecca Brunel, présidente de la Fondation Palladio, et l'arrivée de Catherine Vautrin, la ministre des Relations avec les territoires et de la décentralisation, qui nous rejoint, marraine jusqu'à ce soir du cycle 2024 de l'Institut Palladio. J'en ai déjà trop dit, je propose, si tu en es d'accord, d'accueillir Jonathan Seban, vice-président de la Fondation Palladio, en charge du pôle académique. Jonathan, je te confie le micro. Merci, merci Joachim, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur le maire, cher Mecca, chers amis, c'est avec du coup un véritable enthousiasme pour ma part que je vais à la fois pouvoir vous annoncer l'ensemble des lauréats pour le comité des bourses 2024. Certains d'entre eux sont dans la salle. L'occasion de valoriser cette action essentielle de la Fondation Palladio qui vise notamment à accompagner, à aider des jeunes chercheurs qui travaillent dans les domaines de la ville et qui font progresser fondamentalement la connaissance en travaillant à construire des ponts entre à la fois le monde professionnel et la recherche académique. Alors comme Joachim l'a indiqué, j'ai cette chance de pouvoir être le vice-président de la Fondation Palladio en charge de ce pôle académique
c'est en réalité une mission qui est honorable et surtout collective, hein, puisqu'elle associe à la fois l'Institut, cher Pierre, qui aura l'occasion de pouvoir présenter à la fois les actes de la précédente, de la promotion sortante, et puis introduire du coup cette nouvelle promotion qui débute aujourd'hui. Je salue aussi, même s'il n'est pas là, Étienne Rio, qui pilote le connecteur recherche, qui vise précisément à construire, je le disais tout à l'heure, des liens entre la recherche académique et le monde de l'immobilier sur des sujets très spécifiques. Et enfin, la Vigie, présidée par Mathias Vichra, qui vise à construire des sujets, à aborder des sujets prospectifs et voir comment collectivement, à l'aune d'un travail porté par quelques hauts personnages spécialistes de notre secteur, arriver à construire des méthodes, du discours et du cadre, ce qui est aujourd'hui important pour pouvoir exercer au mieux nos métiers. Alors, ce soir, l'enjeu, c'est de vous présenter, comme je le disais, les lauréats de cette session 2024-2025. La désignation s'est faite dans des conditions extrêmement difficiles, si j'ose dire, puisqu'il a fallu choisir, il a fallu se décider parmi plus d'une centaine de candidatures. C'est un processus qui est très compétitif et qui, du coup, s'appuie sur la mobilisation d'un comité des bourses que vous voyez ici, un comité des bourses qui associe, là encore, des professionnels de tous bords, singulièrement du monde de l'immobilier, mais pas que. L'objectif est aussi de pouvoir élargir le champ de la meilleure des manières possibles. Je salue les uns et les autres qui sont présents ce soir, et c'est aussi l'occasion de les remercier pour ce travail intense, donc qui s'est mené durant quasiment 9 mois, comme je le disais, à la fois par d'abord un travail de sélection porté en direct par la Fondation Palladio, et ensuite un travail d'audition directement par le comité des bourses, à peu près une trentaine de candidats. Ce comité des bourses a donc, comme je le disais, pour cette année, désigné donc des lauréats. Ils sont 13, que vous voyez ici. Ils sont 13. Je vais me permettre de citer leurs noms, puisque c'est important de pouvoir le faire, en sachant que, vous l'avez vu sur les petits flyers qui vous ont été distribués, vous avez l'occasion de pouvoir QR coder pour accéder à une vidéo qui vous présentera dans le détail chacun d'entre eux, et notamment qui vous présentera, je dirais, les travaux qu'ils conduisent et qui, du coup, nous ont amenés à les sélectionner, les désigner dans le cadre de cette promotion des bourses 2024. Alors, on a essayé d'organiser, si j'ose dire, les travaux lauréats autour de quelques grandes thématiques. Donc, je vais me permettre de vous redonner ici. D'abord, la thématique construire, pour lequel 2 candidats ont été désignés. Zoé Lecronier pour un travail de mise en application facilitée du bambou dans notamment l'architecture, et Paul-Martin Barbet pour un travail sur le réusage du bois d'œuvre. Beaucoup de travaux ont porté sur la problématique du financement, et on imagine à quel point c'est un sujet aujourd'hui d'importance concrète, peut-être d'inquiétude aussi pour beaucoup d'entre nous ici. Et donc, de fait, pouvoir valoriser, accompagner des travaux qui portent sur ces problématiques-là nous a semblé de fait être un enjeu important. Et donc, en l'espèce, Pierre Lebrun a été désigné lauréat pour un travail sur les logements du capital. Kevin Poisson sur la géographie des marchés financiers en France, et Elsa Jamet sur la circulation et la participation des sociétés immobilières et financières durant les grands travaux du XIXe siècle. Troisième thématique importante, là encore pleinement d'actualité aujourd'hui, c'est la problématique du logement, pour lequel 3 lauréats ont été désignés. Hugo Botton sur la problématique de l'assignation à résidence et de l'analyse des mobilités résidentielles dans l'habitat social. J'aime dire ici que Hugo Botton a été désigné premier prix à l'unanimité du jury. C'est une première pour cette année, et je dirais que ça nous inspire pour les années prochaines, avec notamment l'idée de pouvoir pérenniser un premier prix hautement valorisé auprès notamment des mécènes et des membres de la Fondation Palladio. Pablo Ruiné-Arnoux, également désigné lauréat pour un travail sur la répartition des réfugiés en dehors de l'Île-de-France.
Et enfin, Rocio Calzado, sur un travail lié aux soins de l'architecture au-delà de la démolition, la transformation technique du patrimoine social d'après-guerre. Quatrième thématique importante, celle de la gestion des sols, qui là encore est une problématique d'importance, si j'ose dire, quasi quotidienne pour nous autres, les professionnels de l'immobilier. Eulalie Cesset a été désignée lauréate pour son travail sur la planification de la sobriété foncière à l'échelle locale, et Charles Claron pour son travail sur l'économie et la restauration des sols. Dernière thématique, sur notamment les logiques de régulation et de décryptage, avec notamment toute la capacité à pouvoir aujourd'hui apporter des méthodes dans le cadre de nos métiers qui sont des métiers avant tout opérationnels. Axel Robert a ainsi été désigné lauréate sur son travail sur l'intégration des leviers de l'économie sociale et solidaire. Angela Ruggiero sur le rôle de la normalisation dans le travail mené par les collectivités locales, en prenant notamment appui sur la norme ISO, et Connie Hansel, qui est un renouvellement, puisqu'elle avait été désignée lauréate l'année passée. Elle a été renouvelée cette année pour son travail sur le bien-être temporel face aux saturations urbaines. Voilà, un grand bravo à l'ensemble des lauréats. Je pense qu'on peut les applaudir. Le travail commence maintenant aussi pour le comité des bourses, puisqu'il va s'agir de pouvoir les accompagner tout au long de l'année. Chaque candidat bénéficie d'un parrain ou d'une marraine. C'est un travail à la fois qui engage, je l'ai dit, les membres du comité des bourses, mais pas seulement. L'objectif, c'est aussi de pouvoir, autant que possible, faire le lien entre les lauréats et les membres de la Fondation Palladio qui souhaiteraient pouvoir les rencontrer, travailler avec eux et éventuellement creuser un certain nombre de thématiques. L'objectif, c'est véritablement de pouvoir créer un pont, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre la recherche académique qui finalement vient à défricher un certain nombre de problématiques, le fait aussi avec ses méthodes et construit finalement une matière brute dont derrière peuvent se saisir les professionnels, sans doute pas de manière directe, mais à la fois en travaillant des contenus et en essayant eux aussi de pouvoir se positionner en anticipation et en se projetant sur un certain nombre de problématiques actuelles et futures. Merci à toutes et à tous. J'appelle Pierre Ducret. Merci Jonathan. Alors écoutez, j'ai 5 minutes pour vous dire un mot sur le cycle qui s'achève aujourd'hui, celui de 2024, et aussi un mot sur le prochain qui s'ouvre aujourd'hui aussi, le cycle 2025. Alors, sur l'année qui s'écoule, vous savez que le thème, notre fil rouge, c'était prendre soin de la ville. Je pense que le parcours que nous avons fait avec les auditeurs et les auditrices, je vais être très bref parce que ce serait vraiment trop long d'en dire plus. Il nous a permis de changer notre regard, changer nos ordres de priorité, nos échelles de valeur sur bien des sujets. Qu'il s'agisse de la préoccupation première à donner aux urbains et à leurs usages de la ville, de la transformation du métabolisme urbain et du passage à la ville circulaire, de la nouvelle importance à accorder au métier de la surveillance, de la maintenance, de l'entretien, et aussi de la nécessité de mieux honorer ceux qui les exercent, ces métiers aussi fondamentaux pour la ville déjà là, qui est la priorité. Le tout sur fond de nécessité d'adaptation au changement climatique qui complexifie un peu, beaucoup, toute cette affaire. Voilà, les actes ont été diffusés. Ils sont cette année pour la première fois sous forme numérique. Vous avez eu à l'entrée un flyer avec un QR code qui vous permet de les trouver dans les différents formats que nous avons préparés pour vous. Et la restitution, comme l'a dit Joachim tout à l'heure, la restitution a eu lieu
ce matin. C'était, je pense, une séance très réussie où les auditeurs, les auditrices de l'année ont pu présenter leurs principales conclusions, leurs principales découvertes en quelque sorte, et les discuter avec les discutants justement qui étaient venus, qui étaient 30 présents dans la salle, pour l'essentiel d'anciens auditeurs ou des auditeurs du cycle qui s'ouvre l'année prochaine. Et je pense qu'on a établi une conversation assez fluide sur cette affaire. C'était tout à fait passionnant. Donc je voudrais remercier justement les discutants qui sont venus participer à cette séance de restitution. Je voudrais aussi plus largement remercier tous les intervenants du cycle, avec une mention spéciale, j'y tiens, pour ceux des mécènes qui interviennent en tant que conférenciers, enfin dans les séminaires eux-mêmes. Moi, je tiens beaucoup, en composant les programmes, à mixer à la fois des intervenants qui sont des universitaires, des experts, et puis aussi des professionnels. Et on a eu quelques-uns des dirigeants des entreprises mécènes, de chez BNP, Real Estate, de Socotec, d'EY, de la REP, qui ont vraiment animé des séminaires absolument passionnants. Donc merci à eux. Et puis enfin, merci à notre marraine Catherine Vautrin, qui va venir un peu plus tard dans la soirée et qui sera là, je pense, en clôture. Bon, vous savez tous que, en fait, elle a été nommée ministre quelques jours après avoir accepté d'être marraine du cycle, comme quoi l'Institut Palladio et la Fondation portent bonheur à ceux qui s'en rapprochent. Ça l'a rendu au début, dans une bonne partie de l'année, beaucoup plus difficilement disponible en fait pour les auditeurs. Il n'empêche que nous avons été formidablement accueillis à Reims dès le mois de janvier dernier, et que Catherine Vautrin a accueilli tous les auditeurs le 14 novembre pour une masterclass je pense, nous avons tous gardé en mémoire pour la franchise et comment dire, la disponibilité, la curiosité dont elle a fait preuve. Enfin, c'était vraiment un très grand moment, cette rencontre. Donc, merci à elle. Alors, quelques mots sur 2025. Notre fil rouge sera la ville européenne, un modèle, point d'interrogation, à défendre, point d'interrogation. C'est assez nouveau comme type de thème pour l'Institut Palladio. J'ai pour ma part eu beaucoup de plaisir à composer le programme dont je pense qu'il sera très, très stimulant. Je voudrais dire qu'il va débuter par le 7 janvier. Vous recevrez bientôt un save the date. Par un débat qui va être passionnant entre un grand géographe, le boss de l'école de géographie française qui est Jacques Lévy, et une historienne allemande de grand talent aussi, Suzanne Roh, et qui tenteront de répondre dans un format de débat public comme nous en pratiquons régulièrement à la question: la ville européenne existe-t-elle? Ce sera l'ouverture du cycle qui sera tout à fait passionnant, et dont le parrain sera Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, que je remercie beaucoup d'avoir accepté cette responsabilité. Donc je vais lui passer la parole maintenant en disant qu'on est vraiment très heureux. Je crois que je parle aussi au nom, si je peux me permettre, de la présidente, de Joachim et de tout le comité exécutif de Palladio. Très content. En fait, il fallait un jour que Quentin soit le parrain de l'Institut Palladio, compte tenu du compagnonnage qu'il y a maintenant entre la Fondation Palladio et lui-même et la ville de Saint-Dizier au-delà de lui. Donc merci beaucoup Quentin, et à toi la parole. Bonsoir à tous, sans pression. Merci Pierre, c'est très agréable. Alors d'abord, j'ai aucunement l'intention d'être ministre, donc c'est cool, on va passer l'année ensemble. Et puis de toute façon, on ne me l'a pas proposé et je ne le souhaite pas. Tu disais que ça porte bonheur, je ne sais pas. Parce que en ce moment, il faut vouloir y aller. Mais alors c'est quand même curieux cette idée d'avoir choisi Saint-Dizier pour parler de la ville européenne. Vous avez été à Copenhague, je crois, peut-être pour certains d'entre vous récemment. Ah bah ça sonne Europe, tu vois. Saint-Dizier, bon. Mais si, vous allez voir. Il faut qu'on le réussisse. La première raison pour laquelle Saint-Dizier, au fond, est une ville charnellement européenne, c'est que pendant près de 1000 ans, elle a tenu la frontière est de la France. Et donc on a vécu ça dans notre chair, c'est-à-dire en gros 30 ans après le règne de Charlemagne, on est choisi comme une des villes frontières, et de là, quand tu es ville frontière, tu te payes toutes les guerres à peu près qui peuvent passer dans les différents siècles qui passent, jusqu'au XVIIIe. Pardon. Et au XVIIIe,
la vie change un peu, mais enfin on continue à avoir cette charge d'être une ville militaire, une ville qui a donc connu la guerre et qui la connaît encore dans ses stigmates. Il y a eu plusieurs grandes batailles qui se sont faites à Saint-Dizier, 1544, siège entre Charles Quint, François Ier. Je vous fais pas le détail parce que j'ai que 5 minutes, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on s'appelle les Bragards. Vous irez voir ça sur Google ou sur RTL. On était sur les grosses têtes cet après-midi pour ceux qui ont la culture grosse tête. Il y en a peut-être ici. 1544, la bataille aussi de 1814 avec Napoléon Bonaparte, etc. etc. Et puis, on a connu ça encore récemment, j'aime le dire. On a cette ville qui est aujourd'hui une ville garnison avec la base aérienne 113 et 60 Rafales, les 2 escadrons porteurs de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que c'est chez nous que les têtes nucléaires sont stockées pour un tiers d'entre elles. Et c'est de chez nous qu'elles partiraient s'il devait y avoir un jour un drame comme celui-ci. Si bien qu'on a des pilotes qui s'entraînent chaque jour et que, encore cet été, malheureusement, 2 d'entre eux ont perdu la vie. Donc on sent que, au fond, cette histoire-là, qui est européenne et pas seulement, est encore présente dans notre ville. Et puis, c'est une forme de fierté, mais aussi de responsabilité, on le dit comme ça. L'autre raison pour laquelle on est une ville européenne, c'est que, au fond, ce qui est singulièrement européen, si on regarde la géographie, ce sont les villes moyennes. C'est ce réseau de villes moyennes. Tu n'as pas ça avec cette densité, avec cette histoire de plusieurs siècles qui traverse des petites villes comme ça ailleurs dans le monde. Je ne crois pas dans cette densité-là. Et quand on parle des métropoles, les métropoles, au fond, elles ont quelque chose d'un peu similaire partout dans le monde. Pas les villes moyennes, jamais les villes moyennes. Et donc il y a un sujet civilisationnel dans nos petites villes qui se joue. Et on voit bien dans le débat actuel que l'Europe est un peu à un carrefour, quoi. On le voit dans les différentes élections, on le verra peut-être très prochainement chez nous. En tout cas, il y a un choix que prendra l'Europe dans les années qui viennent, qui sera un peu déterminant. Et moi, je crois qu'une partie de ce choix, une partie de cet avenir, va se jouer dans nos villes. Donc, il faut qu'on les connaisse, ces villes. Il faut qu'on les choisisse comme des villes dans lesquelles quelque chose se joue. Parce que les habitants s'y trouvent, parce qu'une partie de l'histoire s'y trouve, et parce que c'est absolument singulier pour notre continent. Et j'aime dire que ces villes doivent se réconcilier avec leur histoire, peut-être aussi se réapproprier leur histoire, parce qu'on s'est trop détourné d'elle pendant un certain temps. Alors Saint-Dizier, c'est qui, c'est quoi? Saint-Dizier, en un mot comme on sent, c'est la capitale mondiale de la fonte d'art, n'est-ce pas? C'est l'atelier du Paris de la Belle Époque, puisque toutes les fontaines Wallace, les entrées de métro Guimard, les candélabres des Champs-Élysées, bref, tout ce qui fait que des millions de touristes déversent leurs milliards sur Paris pendant chaque année, eh bien, vient de chez nous. Et on continue à le faire aujourd'hui encore. Et donc, c'était ça, notre grandeur pendant plusieurs décennies. On est passé de 19 000 à 40 000 habitants. Et puis, comme plein d'autres villes en France, on s'est cassé la gueule. On est passé de 40 000 à 23 000 habitants aujourd'hui avec la désindustrialisation. Et j'aime bien le rappeler, en 2020, lorsque je suis élu, je dis au revoir aux 37 derniers salariés d'une usine qui en comptait 3 200. Ça, c'est le drame de notre ville, le drame de tant de villes encore. Mais il faut qu'on soit des villes phénix, des villes qui se relèvent, des villes qui se réinventent. Et c'est là où cette histoire d'amour entre Saint-Dizier et l'Université de la ville de demain et la Fondation Palladio a commencé à se nouer. C'est-à-dire, et si notre ville devenait au fond comme une ville bac à sable, terrain de jeu, d'expérimentation, pour que des acteurs comme vous, qui avez fait des choses extraordinaires et qui vous faites des choses extraordinaires dans les grandes villes, eh bien se penchent à un moment sur nos petites villes afin d'y trouver des modèles, des choses, des investissements qui soient duplicables dans des villes qui nous ressemblent. Voilà. Parce que si vous, des acteurs comme vous, à un moment, vous ne portez pas le poids du corps, l'expérience que vous avez, vos capacités à transformer les villes jusque chez nous, alors on restera définitivement gilet jaune, RN, et avec un sentiment que l'histoire, pour le coup, ne passe plus par chez nous. Voilà. Alors que des millions de Français vivent dans les villes comme les nôtres, et des millions d'Européens vivent dans les villes comme les nôtres. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. L'année qui vient, il va falloir qu'elle soit un peu différente, peut-être que d'autres années. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous vous en souveniez, pas seulement parce que ce sera une ligne sur votre CV, mais parce que vous allez prendre une claque. Hein. Et on a bien l'intention, à Saint-Dizier, de vous faire bosser. Donc si vous le voulez bien, et j'en ferai la proposition aux équipes de l'Institut, c'est tout simplement qu'on choisisse des sujets, et puisque vous êtes là gratos pour nous, eh bien que vous travaillez sur des sujets pour nous, des sujets importants pour notre avenir. Et quand vous viendrez à Saint-Dizier, on travaillera ce qui est absolument important pour nous-mêmes et pour les villes qui nous ressemblent. On le fera ensemble, j'espère que vous le ferez avec passion. Nous, on vous accueillera avec passion et on a hâte de vous recevoir jusqu'à chez nous. En tout cas, merci infiniment à tous pour votre confiance. Merci. Monsieur le maire, cher Quentin Brière, merci beaucoup. Je crois que l'étape qui s'ouvre est absolument passionnante.
À moi d'ouvrir le deuxième temps de cette soirée, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. Une séquence, une table ronde sur ce que habiter veut dire. Je voudrais demander à Carole Papazian, journaliste à L'Opinion, de me rejoindre, qui va modérer cette table ronde. Et j'invite Alain Taravella, président fondateur d'Altaria, de nous rejoindre sur scène. Vous pouvez prendre place à côté de Madame Papazian. J'invite Clément Lecuivre, directeur général de la CDC Habitat, à nous rejoindre, ainsi que Thomas Charvet, qui nous rejoint sur scène, directeur général de Greystar France. À vous, Carole, à vous, messieurs. Merci. Alors, pas facile de... On m'entend là? Oui. Pas facile de passer derrière Quentin Brière, mais on va parler aussi de choses très, très concrètes ce soir. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans cet auditorium rempli pour parler de logement, et pas seulement de logement, mais de besoins des Français, et aussi de fabrique de la ville et de création de liens sociaux, et évidemment de durabilité, parce qu'il ne peut en être autrement aujourd'hui. Alors... Notre beau panel d'interlocuteurs a déjà été présenté, donc, puis vous les connaissez tous. Et notre thème de ce soir, c'est habiter. Alors habiter, c'est un mot simple, un mot qui dit beaucoup, mais qui sur le terrain finalement n'est pas aussi simple qu'on peut le penser, qu'il est de moins en moins. Et ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, c'est que vous nous expliquiez, messieurs, comment faire pour que ça le devienne plus. Quelles sont les solutions, les réflexions qui permettront de répondre aux besoins des Français et d'agir tous ensemble pour que ça aille mieux. Donc on ne va pas se voiler la face, on est en pleine crise du logement. Comment faire pour en sortir? Quelles sont les solutions? Où on en est? J'ai envie de commencer avec vous, Monsieur Taravella, Alain Taravella. Comment vous jugez la crise d'aujourd'hui, et quelles sont les solutions qui ne sont pas mises en œuvre et qu'on pourrait apporter? Habiter, on habite où? On habite dans des logements. Donc il suffit de construire des logements. Donc voilà, je propose la solution d'une crise. Construisons les... C'est un bon début. Construisons des logements. Après, il faut... on en construit beaucoup moins. On est en crise, on manque de logements. Au cours de la dernière décennie, on a construit 350, 400 000 logements par an. On est toujours en crise, on n'a pas résolu le problème. Là, on va en construire peut-être 200 000. Et ça va être encore pire. Bon. On a été aidé par l'État, il y a eu les taux d'intérêt étaient faibles. Au cours de la dernière décennie, tout était en place pour que ça marche. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, quelque part, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Quand je dis sur nous-mêmes, c'est les maires, c'est les architectes, les entreprises, les promoteurs. Il faut dire comment on fait pour construire des logements. Et je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est quels sont les besoins. Et je vais dire quelque chose d'un peu politiquement non correct. On parle beaucoup dans la Fondation Palladio de la ville, de la biodiversité, de l'écologie, de tout ça. Et tout ça est absolument, il faut le faire. Il faut parler de logement. Il faut parler comment on fait pour loger les gens. Et donc, il faut les écouter. Et comme pour tout autre produit, parce que le logement est un produit, qui est un produit très important, parce que c'est la première source de dépenses des ménages, il faut faire quelque chose qui soit abordable, qui soit au prix et qui satisfasse un besoin. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Alors, ce n'est pas ce que nous faisons. Les Français n'arrivent pas à se loger, notamment les primo-accédants, enfin ceux qui achètent pour la première fois, qui sont coincés dans leur budget. Vous, Thomas Lecuivre, vous avez eu un rôle important dans cette crise avec CDC Habitat pour décoincer un peu les choses coincées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre stratégie, ce que vous avez fait, que vous ne pourrez peut-être pas faire toutes les années, et ce qui se profile? Clément Lecuivre. Mais, pardon, j'ai interverti. Toutes mes excuses. Je vous en prie.
Thomas Charbet. Oui, voilà, je vais inverser sur mes pieds. Ce qu'on a connu depuis 2 ans, c'est d'abord, c'est une crise multifactorielle. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir. C'est une crise de l'accession à la propriété. Et Alain Taravella vient d'en parler. Pourquoi cette dimension d'accession, le fait que l'accession à la propriété soit bloquée, est un élément majeur pour l'ensemble du secteur de l'immobilier résidentiel, parce que dans l'idée d'habiter, il y a la possibilité d'un choix. Et ne plus laisser la possibilité de choisir d'habiter en ville ou d'habiter à la campagne, choisir d'habiter un logement dans un immeuble collectif ou dans une maison individuelle, choisir d'être accédant à la propriété, donc propriétaire ou locataire, ne plus permettre la possibilité de ce choix, c'est courir le risque de l'assignation à résidence. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis le phénomène qu'on a vu s'amplifier depuis maintenant 2 ans, mais c'est le fait que le segment de l'accession, et en particulier pour les primo-accédants, était bloqué. Et ça a conduit à une tension de plus en plus forte, et qui aujourd'hui l'est encore, sur l'ensemble des segments de l'immobilier résidentiel, et notamment l'immobilier locatif. Et à l'intérieur de l'immobilier locatif, c'est le logement des plus modestes, en fait, qui a été pénalisé en priorité, en particulier le logement social ou le logement accompagné de logement très social. Donc il faut bien avoir en tête les effets d'enchaînement qu'il y a aussi sur l'activité de l'immobilier résidentiel, parce qu'il y avait plusieurs points de difficulté. On n'aura pas la possibilité de les aborder tous ce soir, mais il faut bien comprendre que l'ensemble des segments du marché du logement se sont grippés, et de manière assez brutale, depuis maintenant 2 ans. Alors, m'interroger sur ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a essayé d'apporter une solution parmi d'autres. J'insiste sur le fait que c'est une solution parmi d'autres. Ce n'est pas la solution à la crise qu'on connaît et qu'on a connue ces derniers mois. C'est, au fond, avec des accédants à la propriété qui n'étaient plus là, des individus, avec des investisseurs institutionnels qui étaient qui avaient largement déserté aussi le marché de l'immobilier résidentiel, du fait des conditions très dégradées des conditions de financement. Bien, on est intervenu comme filiale de la Caisse des dépôts. Donc CDC Habitat, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est la principale filiale immobilière du groupe Caisse des dépôts, avec 500 000 logements gérés. On est intervenu comme investisseur contracyclique, qui est un rôle qu'on a l'habitude de jouer. Et sur l'année 2023, on a fait l'acquisition, on a passé commande au secteur de la promotion pour soutenir la construction immobilière de 17 000 logements, 5 000 logements sociaux et puis 12 000 logements intermédiaires, ce qui a représenté à peu près 4 milliards d'euros d'investissement. C'était du jamais vu ? Si, on l'avait déjà fait. Alors, je dirais qu'on l'avait eu à le faire 3 ans avant, en 2020, pour en rester à l'histoire récente, mais dans des conditions qui étaient totalement différentes, parce que les fondamentaux du marché étaient bons en 2020. Ce qui s'est passé, chacun le sait, c'est qu'avec la crise sanitaire, l'ensemble de l'économie s'est arrêté brutalement, mais on a fait en sorte de passer la transition avant qu'elle ne reparte dans un moment où les acteurs économiques étaient totalement dans le brouillard. Donc on l'a fait dans des conditions totalement différentes, on l'a refait en 2023, donc c'est un rôle que nous savons jouer, mais ce n'est pas la réponse structurelle à la crise de l'immobilier, c'est un facteur d'atténuation qui a été significatif, qui a été puissant, mais qui n'est qu'un élément de réponse à la problématique qui nous est posée. Mais cette année et en 2025, vous continuez dans une moindre mesure ? Comment ça se passe ? De toute manière, on reste un investisseur de premier plan. Parmi les investisseurs institutionnels, CDC Habitat et le groupe Caisse des dépôts dans son ensemble, et parmi les principaux investisseurs. La grande différence, c'est qu'en 2023, on a fait un effort supplémentaire et qu'on était quasiment les seuls sur le marché avec les filiales d'Action Logement avec nous. Donc on va poursuivre évidemment cet effort dans les années qui viennent. En 2024 aussi, on a un volume d'investissement qui est extrêmement élevé. Simplement, on ne peut pas faire un plan de soutien ou un plan de relance contracyclique chaque année. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le cycle aussi reprenne une dynamique qui lui est propre. Et donc, encore une fois, c'est une réponse conjoncturelle, mais qui ne peut pas se substituer à des réponses plus structurelles.
Alors, Thomas Charvet, cette fois-ci j'ai le bon prénom. Comment ça se passe du côté des locataires? Les locataires, ils ont aussi une offre qui ne correspond pas toujours à leurs besoins. Est-ce qu'il faut penser autrement pour arriver à débloquer les choses pour eux? Et puisque vous nous direz un mot peut-être rapidement de votre groupe Greystar, que tout le monde ne connaît peut-être pas. Vous êtes présent à l'international, vous êtes même américain, enfin pas vous, mais le groupe est même américain au départ. Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger dont on peut s'inspirer et est-ce qu'il y a des bonnes idées à trouver ailleurs? D'abord, bonsoir à tous. Merci Carole pour cette question. Faut-il penser autrement dans votre question? Je commencerai par dire, et peut-être je rebondirai par rapport à ce qui a été dit, en effet, je pense que la première chose, c'est, avant de se poser la question des moyens, se poser la question des besoins. Et je pense que ça, c'est absolument essentiel. Et c'est une question, finalement, et la réponse à cette question est à l'origine même, je pense, du résidentiel géré. C'est-à-dire que c'est à l'immobilier de s'adapter à nos besoins et à nos moyens, et non l'inverse. Et donc, je pense que la réussite de Greystar de ces 30 dernières années a toujours été d'amener finalement des réponses. Donc Greystar, peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas bien, dites-nous en un mot, vous êtes spécialisé dans les résidences gérées. Tout à fait. Donc comme je disais, d'abord notre succès, il tient au fait que nous avons toujours répondu finalement aux besoins contemporains, nous avons toujours su nous adapter. Alors pour ce qui est de Greystar, c'est une société américaine qui a maintenant 30 ans. C'est une société familiale et donc c'est une société spécialisée uniquement dans le résidentiel géré. Et aujourd'hui, nous avons 26 000 collaborateurs à travers le monde. C'est un parc immobilier de résidentiel géré de plus d'1 million de logements et qui représente plus de 300 milliards en termes de valorisation. Donc c'est un groupe américain avec les dimensions américaines. Et en France ? Voilà, alors plutôt en Europe, puis je dirais sur la France. En Europe, c'est un groupe important aussi, puisqu'en 10 ans, nous avons quand même déployé 30 milliards d'euros sur du résidentiel géré. Donc c'est relativement important. Et en France, nous avons déjà une résidence que nous avons ouverte, 650 chambres à Puteaux, et nous avons un chantier à Ivry, et nous nous apprêtons à signer 2 autres contrats. Donc ça, c'est plus sur la France. Et puis nous gérons 4000 lits pour le compte de tiers également en France. Et alors ils répondent à on parlait des besoins des locataires, donc ces lits répondent à un nouveau type de besoin? Puisque si vous voulez, la question de ce soir, c'est habiter. Je pense qu'habiter pour habiter, en fait, ça répond à plusieurs besoins fondamentaux. Je dirais qu'il y en a 3. Le premier, c'est d'avoir un toit, d'avoir une sécurité. Et la crise du logement est là. Je pense qu'Alain Taravella l'a dit. Il y a un vrai manque de logement. Je rajouterai des chiffres au niveau européen, puisque on construit 1,5 million de logements en Europe, alors qu'il y en aurait besoin de 4 millions. Si je retourne un peu plus sur la France, je dirais que l'offre locative en France a baissé de 70% en 5 ans. Donc c'est vraiment important. Donc ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, et je pense que nous en parlerons plus tard, c'est un besoin de recréer finalement du lien social au travers de la fonction d'habiter. C'est ce que nous faisons au travers du résidentiel géré. Et puis le troisième, pour revenir à votre première question, c'est finalement de s'assurer que tout le monde a les moyens d'avoir un logement qui répond à ses besoins. Donc c'est aussi simple que ça. Et le corollaire de ça, c'est finalement d'avoir des gens qui sont mal logés. Et ça a des conséquences importantes sur la santé mentale. On le voit notamment au niveau des étudiants. C'est un réel problème. Et donc, dans votre question, il y avait la notion d'habiter autrement, de façon à répondre finalement, à mettre en adéquation le besoin et les moyens. Et je pense que c'est ce que nous faisons chez Greystar avec le résidentiel géré. Et peut-être pour étayer un peu mon discours ce soir, je vais écarter tout de suite les ménages qui ont beaucoup de moyens. Nous savons leur répondre. Nous avons des logements absolument luxueux. Je vous invite à voir nos projets qui s'appellent Bloom à Londres, qui sont vraiment dignes de 5 étoiles, World Palace. Mais nous avons aussi des solutions pour les classes moyennes. Et nous avons développé massivement des réponses pour les classes moyennes aux États-Unis. Et donc j'ai envie de m'appuyer sur ça pour répondre à votre question ce soir. Et vous dire que finalement, cette équation, parce que c'est une équation finalement, de faire fonctionner le besoin et le moyen. Et pour répondre à cette équation, il faut être très méthodologique. Et c'est ce que nous avons fait. Après, nous l'avons déroulé de façon très pratique. Alors c'est quoi cette méthode ? La première méthode, c'est toujours partir des besoins. Je vous prends un exemple. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes tous d'accord. Oui.
Et donc les besoins, ce sont lesquels? Par exemple, vous regardez en France, vous avez en 1990, 40% des logements qui étaient occupés par des couples avec leurs enfants. Aujourd'hui, c'est 18%. Donc on voit clairement qu'on n'a plus besoin de grands logements familiaux, on a plus besoin de petits logements. Un autre exemple, les étudiants, aujourd'hui, il y a un logement pour 12 étudiants. Donc vous voyez, c'est quand même relativement critique. Donc on part du besoin. Ça, la France est très mal lotie, non? On est les pires, après peut-être Madrid. On est les pires, on a un provision rate qu'on appelle de 12, donc un logement pour 12. On a la même chose, par exemple, si vous tournez sur Londres, c'est 5. Bon, il y a quand même un problème, mais beaucoup moins. Aux Pays-Bas, on est autour de 6. Donc voilà, c'est un vrai problème en France. Et donc, par rapport à ça, cette méthodologie, donc il y a un besoin, on définit un moyen. C'est bien comme ça qu'on va faire répondre les deux. Et ce moyen, c'est quoi? Par exemple, si on veut répondre à la classe moyenne, on va dire travailler entre le 5e et le 7e décile des revenus français. On va dire qu'ils vont mettre 30% de leurs revenus. Et donc, on connaît en fait les moyens et on connaît notre chiffre d'affaires. En face de ça, on va construire notre offre. Et c'est là que je réponds à votre question d'habiter autrement. Parce que le résidentiel géré est différent. En quoi il est différent et en quoi il a des forces? Il a des forces parce que finalement, on construit moins de mètres carrés. Donc dans le résidentiel géré, on partage des espaces communs. Et du coup, on peut avoir des espaces plus petits puisque... Exactement. Puisqu'on va faire sa lessive ailleurs, par exemple. Alors non, parce que nous pouvons la faire chez nous. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est que vous êtes complètement chez vous dans les appartements. Le pari gagnant de Greystar sur 30 ans, c'était de dire on va vous faire des appartements plus petits, extrêmement bien dimensionnés. On le meuble, donc vraiment optimiser quand même un peu un bateau, si vous voulez. Et puis à côté de ça, on va vous mettre à disposition des espaces communs, 800 000 m², dans lesquels vous allez pouvoir aller de très bonne qualité et dans lesquels vous allez pouvoir aller. Et donc c'est ça ce pari gagnant. Et c'est quoi les conséquences de ça? C'est une économie, parce que moins de mètres carrés, mieux de mètres carrés, on construit un peu moins pour plus de personnes. Ça a des vertus aussi environnementales, puisque moins de mètres carrés, et des vertus aussi sociétales, parce qu'on a ces lieux de rencontre. Donc ça, les besoins, l'offre, le chiffre d'affaires, il nous manque juste les coûts. Et donc les coûts, on essaie de travailler de façon de plus en plus industrialisée. Et donc par rapport à ça, clairement, on essaie de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour la conception. On s'appuie également sur le hors-site. Et donc, à partir de tout ça, on a une équation dont l'inconnu, c'est la charge foncière. Et on se dit, on va pouvoir développer cette stratégie sur telle géographie. Donc, c'est bien comme ça que l'on a fait aux États-Unis. Et de façon très pragmatique, ça fonctionne. La preuve en est, c'est qu'on a acheté notre 3e usine de préfabrication aux États-Unis pour accompagner cette stratégie. Un deuxième exemple plus près de nous, on vient de lever un fonds de 800 millions aux Pays-Bas pour développer cette stratégie. Il a été levé il y a 6 mois, il y a déjà plus de 1000 logements qui sont dans le pipe, comme on dit. Et clairement, c'est une solution qu'on va essayer de développer en France. Merci. Alain Taravella, quand on s'est parlé rapidement pour préparer cette conférence, vous m'aviez dit aussi que les besoins étaient mal compris et que les maires pensaient que les familles étaient plus grandes et qu'il fallait des logements plus grands que la réalité. Ça, c'est clair. Il y a une méconnaissance de ce changement du nombre de personnes par logement. Il y a 50 ans, il y avait 3,5 personnes par logement. Aujourd'hui, il y en a 2. Donc, et ça devrait rester comme ça avec le vieillissement. Ça va même probablement baisser encore un peu. Il y a de plus en plus de familles monoparentales. Donc, en fait, les besoins de logement, il y a beaucoup de surfaces de logement. Ils sont mal répartis. Il manque, c'est un nombre de logements. Mais je dirais, pour rebondir, dans notre groupe, nous avons un peu la même démarche. Nous partons des besoins. Mais moi, je ne vais pas travailler dans les mêmes déciles que vous. Fondamentalement, je dis que pour apporter une solution structurelle au problème du logement en France sur un plan quantitatif important, il faut relancer le parcours résidentiel. Il faut que tout le monde puisse acheter des logements. Il faut que des primo-accédants puissent acheter des logements. Et moi, notre produit, ce qu'on a essayé de mettre au point, c'est comment, quand on gagne à 2, 3 000 euros ou 3 200 euros par mois, qu'on n'a par définition pas ou très peu d'épargne, on peut acheter un logement. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Donc, quand on réfléchit à ce que nous avons en France, il y a, on demande beaucoup de choses.
Et c'est vrai qu'il faut demander beaucoup de choses à l'État, mais on a aussi un certain nombre de points forts. Par exemple, on a ce qui s'appelle le prêt à taux zéro qui va être complété. Et nous, on a lancé, par exemple, cette année, en début d'année, en banlieue parisienne, un produit où on a dit, pour 1 000 € par mois, vous devenez propriétaire sans mettre d'apport personnel, et 1 000 € c'est grosso modo le prix du loyer que vous payez pour le même appartement. Donc et on part de ça, j'ai demandé, on part de ça, 1 000 € par mois, pas d'un prix au mètre carré, 1 000 € par mois. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Il faut faire des logements adaptés, il ne faut pas faire des logements trop grands, mais des logements compacts qui marchent quand même très bien, et on peut tout à fait le faire, mais c'est des logements que je qualifierais familiaux, normaux, sans partie commune, sans gestion. C'est voilà, des logements familiaux, et on y arrive. Et quand on fait ça, ça marche. Et donc on peut faire beaucoup de logements. On peut donc discuter sur les prix avec les entreprises. On peut rationaliser. Et on arrive à avoir des quantités importantes. Donc je pense que le sujet que nous avons, c'est qu'il faut reconstruire le parcours résidentiel. Et donc répondre aux besoins. Et répondre aux besoins, mais je pense que tout le monde est d'accord, que ce soit des produits gérés, des logements sociaux, des logements libres. Ce dont nous avons besoin, quand on dit qu'il y a une crise du logement, ceux qui sont en crise, c'est ceux qui n'ont pas de logement. Quels sont ceux qui n'ont pas de logement ? C'est plutôt les jeunes. C'est des gens qui sont seuls ou à deux. Il y a moins d'enfants en France, c'est un fait. Donc c'est de ça qu'il faut partir. Je pense que c'est possible. Et effectivement, il faut que dans l'aménagement des villes, les maires en tiennent compte. Alors il y en a beaucoup qui en tiennent compte, mais il y en a beaucoup dont le rêve, c'est d'avoir des grandes familles, la famille versaillaise, pas la famille émigrée du Sahel, la famille qui vient là, qui s'installe, qui vote bien, qui reste... Bon, ça n'existe plus. Quand on regarde, il y a beaucoup de villes qui donnent une proportion de 35-40% de 4 et 5 pièces. Il n'y a pas les clients pour ça. C'est 12-15%. C'est comme ça, on peut le regretter. On ne peut pas demander, c'est pas en ayant des grands appartements que les gens ne peuvent pas payer, qu'on fera des enfants. On fasse une politique familiale. C'est pas, et on sera content de faire des grands logements s'il y a des gens pour les habiter. Donc c'est vraiment, là je pense qu'aujourd'hui, si on veut, il ne va plus y avoir d'investisseurs. Il y a des grands investisseurs comme CDC Habitat, mais le système de l'investissement particulier ne marche plus. Le rendement, alors on se bat, on réclame des choses. Le rendement est nettement inférieur au rendement financier. Donc les gens investissent autrement. Donc il faut revenir à ce que, à la base, le logement, il doit être acheté par celui qui l'occupe, et il faut que ça soit fait en fonction de ses moyens. Et il faut qu'on construise au juste prix, et qu'avec ça, en réduisant tous les coûts, des gens comme nous gagnons quand même un tout petit peu d'argent. Mais je pense que c'est possible, ça va changer la donne. Je pense que l'immobilier, le logement ne va plus être une sorte de vache à lait. Alors, c'est pas simplement une vache à lait pour nous, mais ça a permis, l'augmentation des prix de vente a permis de financer quand même des logements mieux isolés, mieux foutus, avec toutes les normes. On a investi beaucoup d'argent là-dedans. On a investi dans les coûts d'aménagement. On a des terrains. On a financé en partie le logement social, puisque quand on construit 100 logements, il faut faire 25 sociaux qu'on vend à des personnes comme mon voisin moins cher que le prix de revient. Tout ça a pu se faire à un moment, et c'était très bien, et ça a permis. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il faut réussir à construire des logements abordables, et pour construire des logements abordables, il faut que tout le monde s'y mette et que tout le monde fasse des efforts. Voilà et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Vous pensez aussi que c'est possible, Clément Lecuivre ? Non, bien sûr que oui, c'est possible. Le fait de repartir des besoins, en fait, n'est pas propre
ni au secteur de la promotion concentrée sur l'accession, ni au secteur des résidences gérées ou de l'immobilier géré d'une manière générale. Tous les acteurs de l'immobilier et tous ceux qui ont vocation à investir à un moment donné, et les bailleurs sociaux ou les investisseurs d'intérêt général comme CDC Habitat qui investissent et dans du logement social et dans du logement intermédiaire, ont à l'esprit en permanence le fait d'adapter l'offre aux besoins des ménages qui sont logés. Donc, Alain Taravella évoque le prix d'acquisition et donc ce qu'un ménage peut aujourd'hui s'offrir avec, par exemple, 1 000 € par mois de paiement, de remboursement d'un emprunt immobilier. Nous, notre indicateur, c'est la quittance. Voilà, donc la quittance, donc on y viendra tout à l'heure parce qu'il y a des sujets environnementaux et de performance environnementale qui sont fondamentaux dans cette équation-là, mais on regarde dans nos comités d'investissement, j'en avais encore un ce matin qui a duré 4 heures, c'est la quittance que va payer le locataire une fois acquitté le loyer, les charges et notamment les charges énergie. Donc c'est évidemment que répondre aux besoins, c'est l'obsession, je dirais, des groupes que nous représentons aujourd'hui. Alors moi, c'est dans le champ du locatif, c'est dans le champ du logement, plutôt du logement familial, même si on a beaucoup d'établissements aussi, soit dédiés aux personnes âgées, soit dédiés aux étudiants et aux personnes aussi très modestes, notamment à travers notre filiale Adoma en logement très accompagné, en logement accompagné avec des prestations sociales. Mais évidemment que de répondre aux besoins, et répondre aux besoins, ça veut dire répondre, je le disais tout à l'heure, aux choix, aux aspirations des ménages, c'est-à-dire savoir que leur permettre d'habiter où ils veulent, avec les aménités de la ville, avec un accès aux services publics essentiels, et à un prix qui correspond à leurs ressources. Voilà. Donc c'est ça fondamentalement l'équation qu'on a à résoudre. C'est beaucoup plus compliqué à faire aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et ça l'est dans tous les segments de notre activité. C'est par là qu'on a commencé. Ça l'est pour l'accession et ça l'est évidemment pour le parc locatif aussi. Et comment on va s'adapter au vieillissement de la population, à la création de quartiers accessibles avec des transports parce que si on est dans un endroit à côté de Paris ou ailleurs, mais que c'est très compliqué d'y aller, c'est peut-être pas une bonne idée d'habiter là, enfin, sauf si on n'a pas le choix. Comment on va avancer là-dessus? C'est une réflexion globale qu'il faut avoir. Clément Lecuy, vous m'aviez dit que les institutionnels n'achetaient pas de logements à plus de 10 minutes à pied d'un transport en Île-de-France. Alors, ils le font quand même un peu. Ils le font quand même un peu. Mais ce que je vous ai dit en préparant cette table ronde, c'est que parmi les critères de choix essentiels, il y a évidemment tout ce qu'on a indiqué, hein, la réponse aux besoins, les équilibres financiers, la performance environnementale. Mais c'est vrai que dans les critères déterminants du choix de nos investissements, le critère de l'emplacement et en particulier de l'accessibilité au transport en commun est devenu un sujet fondamental. Donc évidemment, idéalement, on développe une offre qui est à proximité des transports en commun, puisque ici on est à la Fondation Palladio, c'est le thème de la ville qui est quand même le sujet de réflexion majeur. Et effectivement, dans la ville, dans les univers urbains, en particulier dans les métropoles, l'accès au transport en commun est un élément fondamental. Mais d'une manière générale, d'ailleurs, l'activité de construction, la promotion, nous-mêmes en maîtrise d'ouvrage interne, on adapte notre offre et le développement de cette offre nouvelle à l'accessibilité au transport. Oui. C'est un critère fondamental. Et alors, pour ne pas rester que sur des mauvaises nouvelles, là ça va mieux, non, quand même, en transport? Il y a eu des gros efforts de fait et on a plus d'accessibilité dans plusieurs villes. Enfin, il y a quand même une chose, c'est que nous construisons beaucoup, et on construit beaucoup dans des métropoles. On construit quand même beaucoup la ville sur la ville. Donc, on va quand même de moins en moins construire dans la Pampa son transport. Donc, on construit dans des endroits qui étaient précédemment urbanisés, qu'on transforme. Et donc, je crois que les règles que donne CDC Habitat, c'est les mêmes que nous. Il ne faut pas être à plus de 5-10 minutes d'un lieu de transport en commun. Sinon, on ne vend pas, on ne loue pas,
ça ne marche pas. Donc, il faut effectivement, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire densifier, accepter la densification. Si on veut être sur les transports et ne pas être obligé de refaire des lignes de métro plus loin, il faut accepter de construire davantage là où c'est urbanisé et que les habitants actuels, quelque part, partagent ce qu'ils ont. Hein, partagent ce qu'ils ont. Il n'y a pas beaucoup plus d'habitants en France, un petit peu moins par la création naturelle que par des migrations, mais ils se répartissent différemment. Il y a plus de familles, il y a plus de gens. Ils peuvent être au même endroit, il faut être capable de l'accepter. Alors ça nous fait une bonne transition pour un thème qu'on voulait aborder, qui est la durabilité. Donc construire la ville sur la ville, c'est aussi recycler des bureaux peut-être qui sont obsolètes ou surélevés ou je ne sais quoi. Comment on a tous été enchantés cet été par cette parenthèse des Jeux Olympiques. Le village des athlètes, j'aurais aimé que vous nous en disiez un mot, Clément Lecuivre, puisque c'est l'exemple avec un grand E de réversibilité. Alors, où en êtes-vous ? Oui, alors je ne vais pas faire la réclame ni la description du village des athlètes. Non, mais enfin bon, on ne va pas bouder notre plaisir. On est un petit peu après les JO. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, l'année 2024 a été une année exceptionnelle pour notre pays et que nous avons réussi à accueillir sur le site du village des athlètes les 14 000 athlètes des Jeux Olympiques et les 10 000 athlètes des Jeux Paralympiques cet été, que ce projet il a d'emblématique, je pense, deux choses. Je ne vais pas être trop long. La première chose, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il a été conçu pour être réversible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entre dans cette phase de réversibilité et à la fin de l'année 2025, au début de l'année 2026 au plus tard, les chambres qui ont été conçues pour accueillir les athlètes seront transformées en logement. Donc c'est la période dans laquelle on est entré depuis... Là, c'est en plein chantier en ce moment. On est dedans puisque ça a commencé le 1er novembre. Les ouvrages ont été remis par Paris 2024 aux entreprises de travaux. Et donc aujourd'hui, là, au moment où on se parle, le village des athlètes se transforme en quartier de ville durable. Donc effectivement, la première caractéristique, c'est que la France a fait le choix de cette réversibilité, donc de passer de cette phase des Jeux Olympiques à la phase dite héritage. Et donc à la fin un des héritages des Jeux Olympiques, c'est de laisser au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, un nouveau quartier sur trois communes d'ailleurs, qui va pouvoir accueillir 6 000 habitants à la fin de l'année 2025, au début 2026. Alors on a la chance dans le groupe CDC Habitat de gérer sur les 2500 logements qui sont en train d'être construits, développés. On en gérera à peu près 1500 donc à cet horizon de la fin de l'année prochaine. Le deuxième élément sur lequel je voulais souligner, c'est que cet ensemble, il a été conçu dès l'origine comme ce que pouvait être le démonstrateur de la ville de demain, donc d'une ville durable. C'est vrai au plan environnemental parce que je fais écho à ce que disait Alain Taravella il y a un instant. C'est un nouveau quartier de ville qui a été construit sur une ancienne friche industrielle. Donc c'est vraiment l'exemple typique d'un projet sobre en ressources foncières, puisqu'on a recyclé en réalité un terrain qui était déjà artificialisé, qui avait un autre usage et qui passait d'un usage industriel à un usage d'habitat. Dans les procédés constructifs également, on a recouru au maximum aux matériaux biosourcés, au recyclage, au béton bas carbone. Donc un effort aussi de conception des logements qui était très exigeant au plan environnemental. Et puis c'est un quartier qui se veut aussi exemplaire en matière d'accessibilité. C'est ce qu'on a appelé l'accessibilité universelle. Par définition, et évidemment, le village avait été conçu pour pouvoir accueillir des athlètes paralympiques, et donc il est en totalité accessible à des personnes de situation de handicap, et cette accessibilité universelle, elle est préservée dans le cadre de la transformation du village en quartier d'habitation. Et puis évidemment, c'est un quartier qui sera aussi
qui se caractérisera par une très grande mixité, puisque demain, les logements seront des logements en accession libre, des logements locatifs libres, des logements locatifs intermédiaires, des logements locatifs sociaux. Il y aura des résidences gérées aussi, de résidences étudiantes. Et donc, voilà, c'est un quartier qui se traduira par... qui repose sur à la fois une conception très réfléchie, qui se veut exemplaire en matière environnementale, mais également en matière d'accessibilité et d'accueil et de mixité de différentes populations. Alors, construire une ville durable, c'est un impératif, mais ça a un coût. À quoi il faut veiller ? Il y a des petits points de difficulté, notamment quand on recycle des bureaux en logement. Thomas, vous vouliez attirer l'attention sur une histoire de façade ? Oui, alors en fait, il y a deux choses, mais je crois qu'on n'est pas tellement en avance. Donc il y a la réversibilité, donc la transformation préprogrammée quelque part. Et puis il y a aussi ces bâtiments qui sont là et donc, qui sont plus utilisés. Voilà, donc moi je ne suis pas toujours convaincu par la réversibilité de bureaux en logement, ça c'est plutôt mon passé de promoteur. Parce que je pense qu'il y a une dépense carbone certaine qui est faite avec un gain potentiel de transformation un jour. Mais bon, je pense que je vais passer rapidement sur ce sujet. Le deuxième, qui me concerne beaucoup plus aujourd'hui, c'est la transformation de bureaux en logement, qui est d'une grande complexité. Moi, j'ai eu la chance un peu d'être promoteur à Londres aussi. Et donc là-bas, c'est possible parce que vous avez des valeurs de logement à 25-30 000 euros du mètre carré. Évidemment, c'est très facile à transformer en logement classique. En France, je crois que l'équation est un peu plus difficile. Mais par contre, je pense qu'elle est plus facile lorsqu'on parle de résidentiel géré. Et peut-être je peux donner 3 raisons à ça. La première, c'est lorsque vous regardez un étage courant de bureau. Sa trame, sa profondeur de plateau, c'est 18-20 mètres. En logement, on est plutôt sur... j'ai des spécialistes, je vais faire attention, on est plutôt classique, on est plutôt sur 13 mètres, je pense, de profondeur de façade. Et donc ça veut dire, à peine vous avez commencé, vous perdez 30 à 40% des surfaces à un étage. En résidentiel géré, pour faire simple, on n'a pas cette problématique parce qu'on crée un couloir central et on arrive à avoir des chambres qui fonctionnent très bien pour des étudiants ou des jeunes professionnels avec 8 mètres de profondeur. Ça fonctionne avec en enfilade, les salles de bain, la cuisine et les chambres. Donc on ne perd pas de mètres carrés. De la même façon, de façon un peu plus anecdotique, quand on fait du logement, il faut souvent créer du balcon. Nous, on ne crée pas de balcon, on récupère les toitures techniques, on enlève la technique et on en fait des rooftops et qui sont encore une fois des espaces partagés. Un autre sujet qui est plus important peut-être, c'est lorsqu'on regarde le socle. Vous avez tout ce qu'on appelle en bureau les tiers-lieux, donc RIE, Scramble, cafétéria, fitness. Et finalement, c'est plutôt difficile de transformer ça pour du logement classique. Et nous, on en a besoin pour nos espaces communs. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que transformer du bureau en logement géré, c'est beaucoup plus simple. Après, il y a des freins. Et donc, quand on regarde les freins, pour moi, j'en distingue 3. Le premier, c'est administratif. Vous avez le PLU qui vous dit vous pouvez changer d'usage ou pas. Alors il y a la loi d'Aubier qui était passée, il y a eu la dissolution. Il semblerait que Madame la ministre soit en train de remettre ça sur la table, ce qui est une très bonne nouvelle. Le deuxième sujet, il est technique, puisqu'il y a les réglementations bureaux et logements qui sont très différentes. Et donc dès lors qu'on transforme, on se retrouve avec des coûts quand même assez importants. Il faudrait une certaine harmonisation. Et puis le troisième, il est politique, puisque c'est des fois très compliqué lorsqu'on voit des villes, de leur dire on va prendre cet immeuble de 20 000 m² et puis on va le transformer en 700 chambres étudiantes ou 700 appartements pour jeunes professionnels. Et pourtant, il y a une crise du logement qui est là. Je veux dire, il y a une demande. Oui, mais pas seulement pour les étudiants et les jeunes professionnels. C'est peut-être bien sûr, aussi, mais c'est ce qui simplifie l'équation économique, parce qu'à un moment, il y a une équation économique aussi. Donc ça se transforme des fois qu'en ça, si ça doit se transformer. Enfin, facilement qu'en ça. Et donc, quand on parlait de construire la ville sur la ville, je rappelle, et qu'on parle aussi d'être à moins de 10 minutes des transports, c'est un peu les vertus du bureau. C'est-à-dire qu'il était toujours très bien positionné vis-à-vis des transports. Et donc, par rapport à ça, il y a vraiment toute une manne, et on peut être amené à être un peu interrogatif, si on veut être un peu critique, et comme disait Alain Taravella, peut-être un peu moins politiquement correct, c'est que finalement, on a 8 millions de mètres carrés vides. On en a 5 aujourd'hui, on s'apprête à en avoir 8 avec le décret tertiaire. Et finalement, des gens comme nous qui avons une puissance financière, on aimerait pouvoir transformer ces logements pour les usages dont je viens de vous parler. On fait aussi du familial, mais ça s'y prête moins. Et pour des raisons plus ou moins justifiables, finalement, on ne les transforme pas. Et donc, on s'interroge un petit peu par rapport à une crise du logement, puisqu'il y a des solutions, je pense, assez simples, avec des mètres carrés qui dorment. Et en plus, c'est une démarche absolument vertueuse d'un point de vue environnemental. Vous aussi, vous font rêver ces 5 millions de mètres carrés qui dorment ?
Je pense que c'est très difficile de transformer des bureaux en logement. On l'a fait, on le fait. Le coût de transformation ou le coût de construction neuf, le coût de transformation est légèrement supérieur au coût neuf. Ça veut dire qu'il faut admettre que le bureau vaut une charge foncière et ne vaut pas un prix de bureau. Donc ça veut dire, si on veut le faire à une grande échelle, en France, ça veut dire les propriétaires de bureaux obsolètes. Donc il y a des contraintes, et puis il y a un certain nombre de municipalités qui, contre tout espoir, continuent de penser qu'elles ont besoin de bureaux, d'emplois sur leur... il y a toujours, nous on le voit, vous savez, une chose qui serait beaucoup plus simple de transformer des bureaux en logements, ça serait de transformer dans les ZAC des charges foncières destinées aux bureaux en logement. Parce que là, les bureaux ne sont pas construits, il y a des terrains, il suffirait un changement du PLU pour qu'on dise, là où il est prévu du bureau, on va construire du logement. Ça serait quand même plus simple. Et c'est clair, on n'a pas besoin de mètres carrés de bureaux en plus en région parisienne ou en France de façon générale. Donc ça serait beaucoup plus simple, sauf que beaucoup, parfois à juste titre, mais souvent pas, veulent garder la possibilité d'avoir de l'emploi, des taxes et tout ça, en faisant du bureau. Il y a quand même une grande révolution des esprits à faire. Il y a du boulot, oui. Oui. Pour terminer, puisque je crois qu'il nous reste plus très très longtemps, allez-y. Bonjour, merci. Non. Moi j'ai une question, c'est pareil, c'est pas très politiquement correct, mais on voit dans ce que vous dites qu'il y a des maires qui ne répondent pas à des besoins qui pourtant seraient nécessaires pour vous. Et j'ai envie de dire, il y a aussi l'inverse. Jusqu'à présent, j'ai le sentiment qu'on a parlé que d'une partie de la France. Et cette France à 10 minutes des transports en commun et où la ville doit se reconstruire sur elle-même. C'est vrai. Et dans les villes comme les nôtres, puisqu'on parlait des villes moyennes tout à l'heure, c'est à peu près 20 millions d'habitants, j'ai des milliers d'habitants qui crèvent de ne pas avoir le logement dont ils ont besoin en face de chez eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que du logement social qui n'arrive à se construire, on est déjà à 43% de logements sociaux, et que le logement libre, donc neuf, dont ils auraient besoin, en centre-ville, avec la ville qui se refait sur elle-même, ils ne le trouvent pas, parce que vous n'y êtes pas. Et donc je pose la question, comment serait-il possible, avec votre effort, avec votre force de frappe, financière, d'expertise et autres, d'aller jusque dans ces villes où les Français viennent? Et évidemment, je ne parle pas que de la ville de Saint-Dizier. Et les Français souhaitent aujourd'hui quitter, aussi retourner dans leur ville moyenne. On était à Béthune l'autre jour, mais c'est vrai aussi à Reims, et je le sais, comment on fait pour aussi aller construire dans ces villes-là, où il y a une nécessité, et où les gens n'ont pas juste envie d'avoir une petite maison à 1000 € du mètre carré avec jardin, parce qu'à un moment, ils n'ont plus envie de ça. Clairement, on le fait. On va dans des villes moyennes. Non, on va dans des villes moyennes. Il faut, je l'ai dit, il faut répondre à un besoin. C'est pas parce que vous avez un terrain ou un emplacement qu'on peut faire un immeuble. On peut faire un immeuble s'il y a des gens qui sont prêts à payer le prix nécessaire pour équilibrer. Donc, en général, dans ces villes moyennes, il y a des sujets de revenus. À 3 000 €, 3 500 €, et c'est très dur pour nous de construire et de vendre dans ces conditions-là. On le fait. Mais c'est vrai qu'un groupe comme le nôtre essaye de répondre aux besoins du plus large. On fait des petites opérations dans des villes comme les vôtres. On le fait. C'est pas là que va se régler le problème du logement en France. Je le dis, on le fait. Ça peut régler le problème de Saint-Dizier. Mais ça va, le problème d'une partie de 50 habitants de Saint-Dizier. Ça ne règle pas le problème du logement en France. On ne va pas le régler ce soir et vous aurez l'occasion d'échanger bien sûr après. Je crois que le temps qu'on avait est terminé, donc il faut laisser la parole à un autre débat qui promet d'être tout aussi intéressant. Merci messieurs en tout cas pour cet éclairage. Merci beaucoup Carole Papazian, merci beaucoup Alain Taravella, Clément Lecuir, Thomas Charvet pour cet échange. À la manière de Palladio, je vous propose d'accueillir un philosophe, peut-être un des grands penseurs de la pensée contemporaine, Heinz Wiesmann, si vous voulez bien me rejoindre sur scène.
Heinz Wiesmann, vous êtes philosophe, vous dites vous êtes philologue, spécialiste des langues. Vous avez marqué des générations de philosophes que vous avez formés à Paris. Vous avez été directeur à l'EHESS. Vous êtes un grand spécialiste de l'Europe, mais pas simplement des langues. Vous avez publié il y a 10 ans Penser entre les langues. Vous avez publié cette année Entre les lignes, justement pour questionner la pensée et l'esprit européen. On vient d'entendre un échange qui est clé, qui est quand même d'une très forte actualité sur cette notion d'habiter, qui a été discutée pendant le panel qu'on vient d'écouter. Heinz Wiesmann, quand on s'est rencontré avec Mecca Brunel et Bertrand de Fédot et Pierre Ducret, vous nous avez dit, mais finalement, la langue, les langues, celles que vous parlez, celles que vous maîtrisez, de l'allemand, du français, du latin et du grec, et finalement, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce mot d'habiter? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et en vous écoutant d'ailleurs tout à l'heure, pardonnez-moi, je suis complètement aphone, donc je ferai de mon mieux. En vous écoutant tout à l'heure, je me suis dit qu'il faut quand même réfléchir à la différence entre le fait de se loger et le fait d'habiter. L'humanité a toujours eu l'aspiration, in fine. Au début, on loge. Quand on est jeune, quand je suis arrivé à Paris, j'avais un logement avec les toilettes dans la cour. C'était dans le 5e arrondissement. J'avais une pièce avec un seul point d'eau. Tout cela était parfaitement acceptable, mais pas pour toute la vie. Et donc là, il y a un problème aussi de promotion, de solutions qui correspondent davantage, non pas à des besoins premiers, mais à des besoins seconds. Tout au long de notre vie, on développe des besoins seconds, relevant du désir plus que de la nécessité. Et alors, habiter, vous l'entendez, habitude, ça veut dire qu'on fait plusieurs fois la même chose. Quelle est cette chose qui se répète pour que l'habitat entretienne un rapport avec notre habitude de vivre d'une certaine manière? C'est que, alors, si vous me donnez 3 minutes, je l'explique. On vous les donne. La notion d'habitat, d'habitude, habitus aussi, pour dire qu'un certain caractère, les sociologues le définissent comme habitus. C'est-à-dire, c'est une manière d'être constamment soi-même tout en étant parfois emporté. On revient à soi. D'ailleurs, on dit revenir à soi quand on devient raisonnable après avoir été un peu fou. Eh bien, tout cela se trouve dans l'Odyssée d'Homère, où apparaît la notion de ethos, qui va devenir éthique, et qui désigne l'étable. C'est-à-dire un endroit où les animaux ont la coutume de vouloir revenir. Ils partent le matin au pâturage, que sais-je, et c'est le retour qui fonde l'identité, qui s'enrichit de ces multiples déplacements qui ne conduisent pas à un ailleurs absolu, mais à quelque chose qui finira par être une identité. Cette identité naît de la répétition de ce geste de retour. Or, ce qui ici est amusant à mes yeux, c'est que cette figure circulaire du retour à soi, qui devient l'éthique, eh bien, en grec ancien, ça veut dire caractère pour l'individu et coutume pour la tribu ou la société entière. Il faut partir de là et réfléchir, à mon sens, sur ce que l'éthique comporte d'injonctions à revenir à soi. Et donc, il faut créer des endroits où on est chez soi. C'est ça le problème qui s'ajoute aux problèmes qui ont été évoqués et qui sont incontournables à mes yeux. Mais il reste un problème qui n'est pas facile à résoudre et qui est un problème non pas économique mais culturel. Et sur cette question culturelle, Heinz Wiesmann, ce retour sur soi, pour reprendre le fil aussi de votre pensée sur l'Europe, est-ce que ce retour sur soi, qui a marqué les siècles de la pensée européenne, est-ce qu'elle nous permet un peu de définir ce que pourrait être la ville européenne, qui va être le thème du cycle 2025 de l'Institut Palladio, qu'a interrogé le maire de Saint-Dizier de manière très brillante. Mais ce retour sur soi,
est-ce qu'il peut caractériser quelque chose aussi de la ville européenne? Enfin, pour être précis, il faut commencer par dire ce qu'on entend par européen. La notion d'Europe est née en Grèce antique, parce que l'Europe n'est pas une réalité naturelle donnée, c'est une réalisation historique due à des populations qui vivaient sur cette minuscule promontoire de l'immense continent asiatique. C'est quand même extraordinaire de présenter l'Europe comme un continent. Ce n'est pas un continent, c'est un appendice. Et comment cet appendice est devenu quelque chose qui, à travers la mondialisation, marque de son empreinte, au-delà des colonisations, etc., le monde entier. La configuration actuelle du monde, même s'il y a de puissants intérêts qui s'y opposent, violemment maintenant, jusque dans la guerre. Eh bien, l'Europe, c'est d'une certaine manière mondialisée. Et à partir de ce moment, alors on peut se demander comment c'est possible, parce que c'est quand même une certaine manière d'aller toujours au-delà de soi. L'intérêt de votre question, à mes yeux, c'est de rappeler que Hérodote qui était le premier historien de notre histoire, Hérodote 5e siècle avant notre ère, s'est demandé comment il se fait que les Grecs résistent aux assauts des Orientaux, des Perses en particulier, dans les guerres médiques. C'était le grand empire de l'époque, aux portes de la Grèce. Eh bien, la Grèce représentait le bassin méditerranéen jusqu'à Gibraltar. Les Grecs étaient en Italie du Sud, ils appelaient la Grande Grèce, ils étaient à Marseille, mais ils étaient donc dans tout le bassin méditerranéen. Et c'était la lutte entre deux univers. L'un était plutôt aquatique, ça c'est la Grèce, mobile, éclaté en d'innombrables petites cités, d'innombrables petites îles. Et donc, amené à se déplacer constamment avec un seul souci, arriver chez soi. Et donc, l'éclatement produit une sorte de syndrome de retour que l'Odyssée raconte dans son essence. Les Grecs étaient très conscients de ça. Et bien, je finis vite. Hérodote, pour trouver une explication au fait que les Grecs ont toujours gagné les batailles qui les opposaient à l'immense armada médique. Marathon, Salamine, Platée. Les Grecs ont toujours gagné alors qu'ils étaient en bisbille entre eux, avec des villes moyennes à perte de vue, parce qu'il n'y avait que des villes moyennes. Et donc ils étaient en guerre les uns contre les autres. Simplement, ils étaient conscients que cette concurrence, que cette compétition générait de la synergie. Et Hérodote, c'est absolument extraordinaire pour un auteur du 5e siècle avant notre ère. Il explique des choses que les hommes d'affaires connaissent quand ils s'appuient sur la concurrence pour multiplier les énergies dont ils ont besoin pour avancer. Ben, les Grecs ont théorisé cela en disant l'Europe, c'est l'agone, la compétition. Et c'est pour ça, tous les 4 ans, pour se rappeler ça, ils organisent les Jeux Olympiques. Non, tout se tient. Tout se tient. Bon, je m'arrête là, mais je pourrais continuer pendant un bon moment. Et la Gaune, de la Gaune à Hans Wiesmann, à ce qui peut faire aujourd'hui les villes européennes, on a quand même un problème à le penser. Diversité de cas de figure, mais on pourrait le dire de l'identité européenne de fait, qui est très difficile à définir. Mais les villes européennes dans lesquelles on aime vivre, dans lesquelles on aime se mouvoir ou consommer des spectacles ou des produits culturels, qu'est-ce qui peut fonder une unité de cette ville européenne selon vous? Alors je reprends là où je me suis arrêté. Les Grecs, c'est Hérodote, étaient conscients que ce qui engendrait leur supériorité improbable à l'égard du colosse asiatique, c'était la séparation. Pas seulement la séparation avec un autre qui peut devenir un ennemi, mais la séparation d'avec soi.
Or, la séparation d'avec soi ouvre au-delà du présent dans lequel on est une perspective d'avenir, et pour qu'elle prenne corps, il faut s'emparer du passé. Et ce qui fait la tradition européenne, c'est ce mouvement extraordinaire qu'on a avec les tables, l'éthos, c'est-à-dire on le quitte et on revient. Eh bien, l'histoire européenne des villes, on voit ça de manière exemplaire dans, disons, la Renaissance italienne, 15e siècle, où il y a les villes types européennes qui naissent. Et ces villes naissent du souvenir réactivé de ce que fut Rome et la Grèce, contre un présent qu'il s'agissait de surmonter. Et je raconte toujours à mes étudiants que les Grecs étaient très très conscients de ce mouvement intéressant qui fonde le progrès. C'est-à-dire c'est la réappropriation du passé pour surmonter, disons, l'inertie du présent. Et les Grecs, ils donnaient à leurs enfants le nom du grand-père parce que c'était le seul allié possible contre le père. Le père, c'était le présent, et un jeune, il a besoin de se débarrasser du père. Et le seul moyen de le faire, c'est de s'arracher au lien familial, mais en retrouvant dans le passé de la famille quelque chose qui préfigure un avenir désirable. Et toutes les cités italiennes de l'époque portent l'empreinte de cette réappropriation du passé. Les Italiens ne voulaient pas redevenir des Romains, ils ne voulaient pas redevenir des Grecs, ils voulaient s'emparer de ce que les Grecs et les Romains avaient laissé pour aller au-delà de ce qui était leur destin au présent. Et c'est là que naît la science européenne. La science au sens moderne, tel que nous l'entendons, consiste essentiellement à ne jamais se contenter de l'acquis. Ce qui est déjà acquis doit être dépassé, et le geste qui permet de dépasser une opinion sédimentée, c'est critique, du grec krino, qui veut dire séparer. Et donc la critique est le véritable moteur des sociétés européennes. La critique, c'est la séparation, c'est l'acceptation du fait de s'arracher à ce qu'on est à un moment X, pour devenir ce qu'on peut devenir en s'appuyant sur le passé. Est-ce que c'est compréhensible ce que je raconte là? Absolument. Parce que ça me paraît essentiel de saisir qu'il y a une dynamique européenne qui explique le fait que l'Europe a fini à travers la science et l'économie mondialisée, a fini par dominer le monde à un point que toutes sortes de BRICS s'allient maintenant pour s'opposer à cela. Il y a une espèce de volonté qu'on appelle traditionnalisme, parce que c'est ça qui unit des pays qui s'opposent, mais farouchement, jusque dans le terrorisme, à ce modèle européen qui est inconfortable. C'est-à-dire être appuyé sur une origine immuable et infiniment plus facile que d'accepter qu'avec chaque génération, et peut-être dans la vie d'un individu, il y ait des ruptures qui sont ensuite utilisées comme tremplin pour aller au-delà. Rupture and Weissmann qui sont renaissance aussi, vous le dites dans l'histoire, mais même très récemment. Le mot renaissance dit bien ce que je veux exprimer par là. Bon, je ne vais pas trop parler. Et vous, je pense qu'on pourrait continuer à boire vos paroles et nous embarquer avec vous à la fois dans l'histoire de l'Odyssée jusqu'à l'histoire très contemporaine. Il y a tout de même une réflexion que nous avons eue ensemble, c'est nous sommes aussi à un moment très particulier, y compris de la construction européenne, un continent en guerre, un continent fragmenté, une identité européenne qui est remise en question, les montées des populismes. Vous dites à un certain moment dans le livre que l'esprit européen peut aussi s'éteindre. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui les éléments d'une renaissance de cet esprit européen? Non, il y a les éléments d'une renaissance, mais rien n'est sûr. Rien n'est gars. Il faut un déploiement d'énergie, un déploiement d'énergie invraisemblable pour résister aux sirènes du toujours pareil. Or, les sirènes du toujours pareil, on les a
comme adversaires actuellement. Ils sont ligués à travers le monde. Ce sont des gens qui ne veulent pas de cette injonction européenne qui consiste à vouloir toujours aller au-delà de ce qu'on est, de ce qu'on a. Et à partir de là, eh bien, cette coalition est extraordinairement virulente, et je dis jusque dans le terrorisme. Parce que le salafisme, qu'est-ce que c'est que l'intégrisme musulman? Pas l'islam, mais l'intégrisme musulman, c'est la volonté de restaurer la pureté des origines, point à la ligne. Et ceux qui ne veulent pas se plier à cela, les premiers à résister à cette tentation du retour à la case départ, c'est les Européens. Enfin, c'est l'esprit européen. Oui, parce que vous dites aussi qu'il y a des tentatives, même en Europe, de retourner vers un passé transformé, mais de rester dans ce passé-là. Je peux dire une chose très inconvenante. L'apparition dans le débat, appelons-le sociétal, à travers l'écologie profonde de la figure du cycle, recycler, circuit court, biosphère, enfin, je peux vous faire la litanie, cette idée qu'on tourne en rond sans aller au-delà, ce qui implique l'impératif de la décroissance. Là, tout se tient dans cette idéologie du toujours pareil. Et je pense qu'il y a un effort européen à faire pour résister aux sirènes de cet enfermement dans le cyclique. Bon, c'est inconvenant ce que je dis là, mais je suis profondément convaincu de ça. Merci beaucoup. Heinz Missmann, c'est à la fois la continuité des débats que j'ai entendus ce matin entre les auditeurs 2024 qui finissaient ce cycle sur prendre soin de la ville, et c'est une ouverture magnifique sur l'année 2025 où l'Europe sera au cœur de nos réflexions pour interroger aussi l'identité de nos villes, l'identité des ensembles que nous constituons. Heinz Missmann, merci beaucoup, merci pour votre temps. Heinz Missmann, un dernier mot pour nous. Un dernier mot, parce que la conclusion, sur quoi peut-on s'appuyer pour revitaliser ce syndrome européen? Eh bien, c'est là qu'interviennent les langues, ce que j'appelle les langues de culture. Une langue de culture, c'est une langue qui n'est pas entièrement dénotative, elle est aussi connotative, c'est-à-dire elle dit à la fois des choses au sujet de ce qui est présent, le logement par exemple, le besoin du logement, mais la langue de culture parle aussi de ce qui a été perdu et ce qu'il faut reconquérir au-delà du besoin présent. Et là, les langues de service jouent un rôle tout à fait fondamental dans notre capacité de maîtriser les besoins. Mais avec les langues de service, on ne rencontre jamais nos désirs. Nos désirs sont toujours dans le connotatif, pas dans le dénotatif. C'est ce qu'on veut dire quand on dit quelque chose et qui va toujours au-delà de ce qu'on désigne, de l'objet du dire. Le fait est toujours en tension avec le sens. Et donc ce que j'essaie de vous transmettre comme injonction, c'est de soigner le sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup Heinz Missmann. Je crois qu'on a vraiment de quoi penser encore pendant plusieurs mois. Mecca Brunel, présidente de la Fondation Palladio, je vous invite à me rejoindre. Madame la ministre Catherine Vautrin, merci de nous avoir rejoints. Mecca, je vous tends le micro. Bonsoir. Bonsoir Madame la Ministre, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, en votre nom et qualité. Merci d'être présents si nombreux ce soir. Je ne sais pas si je pourrais aligner deux mots après ce que je viens d'entendre. Je ne sais pas si je serai connotatif ou pas. Mais j'ai quand même une excuse. Ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est qu'une langue apprise. Je viens du grand continent asiatique et venu dans la péninsule, si j'ai bien écouté. Merci infiniment. D'abord, mes remerciements à la Banque Postale, à Stéphane Dédéian,
Priscilla, elle est où Priscilla? Priscilla, le prix ELEC, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la banquière à connaître à Paris pour le financement des opérations immobilières qu'on veut faire, qui nous accueille ici dans ce bel immeuble de la société SFL. Grâce à Dimitri Boult, nous nous retrouvons ce soir ici, et je voudrais saluer Aude Grande, qui est maintenant directrice générale de SFL. Ce lieu remarquable, c'est symbole de la ville qui se construit sur elle-même. Je voudrais aussi saluer et remercier l'ensemble des participants à la table ronde. Bien sûr, le président Taravella, Clément Lecuivre, Thomas Charvet. Table ronde menée par Carole Papazian du journal L'Opinion. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, Quentin, tu as un gros travail à faire, monsieur le maire. Donc, pour transformer ta ville en une ville qui va devenir accueillante. Et finalement, si on parle des besoins, eh bien, les besoins, ce sont aussi les nombres d'emplois créés et l'intérêt pour les gens. Habiter, ça va être le thème de notre travail chez Palladio pendant l'année 2025 et au-delà, ainsi qu'à l'Université de la Ville de demain, avec l'appui de la ministre Emmanuelle Cos, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Je pense qu'elle a été beaucoup plus atteinte que moi après notre déplacement à Béthune. On a été malades toutes les deux et on a attrapé une bonne grippe. Mais je peux vous annoncer tout de suite que le sommet de l'Université de la Ville de demain va se déplacer de Chantilly à Versailles. Nous allons changer d'écurie. Nous sommes... De quoi ? D'étable, absolument. Exactement, c'est étable, effectivement, pour nous accueillir et pour parler d'habitat. Le sujet de habiter, c'est un sujet absolument profond pour nous. Nous ne parlons pas simplement de besoins qui sont importants, de nécessités, mais le logement, l'habitat représente le besoin fondamental. Nous sommes en bas du bas de l'échelle de Maslow. Et comme le disait Alain Taravella, nous sommes dans cette industrie au service des besoins des citoyens. Nous sommes là pour rendre service à nos citoyens. Or, les acteurs de l'industrie de l'immobilier de la ville représentent 10,5% du PIB, Madame la Ministre, 2,3 millions d'emplois locaux. C'est le premier secteur industriel en France. Et quand on parle d'industrialiser la France, eh bien, on a besoin d'un toit pour y mettre les usines, on a besoin d'un toit pour mettre les ouvriers qui construisent les usines, que ça soit en hors-site ou que ça soit sur place. Mais on a aussi besoin d'un toit pour loger ceux qui vont travailler, créer les services, avoir des écoles, avoir les services, avoir le sport, etc. Et on a besoin de tout ça pour pouvoir redynamiser le pays et l'accompagner. Or, ce sujet de fond a besoin qu'on y consacre du temps et qu'à travers nos actions collectives, notre effort collectif, on puisse y arriver. Certes, le coût de la construction devient de plus en plus important. Ça devient aussi de plus en plus important, un peu comme ça a été dit, c'est le problème de la valeur du foncier. Moi, je préférerais parler de la valeur du sol, parce que c'est sur le sol qu'on bâtit. Ça devient de plus en plus important à travers les normes et l'accumulation des normes qui sont parfois contradictoires. Mais il y a une chose dont je peux témoigner, c'est la motivation et la mobilisation de l'ensemble de notre industrie pour trouver des solutions et pour arriver à avancer, à collectivement à nous améliorer. Et c'est ainsi que nous avons collectivement, depuis 8 ans, publié le panorama de l'immobilier de la ville et cette année, le baromètre de l'immobilier de la ville pour aussi parler non seulement de ce que nous représentons comme secteur économique, mais également ce que nous représentons comme impact environnemental, social et sociétal. Nous avons besoin de tout ça pour pouvoir travailler dans tous ces domaines-là. Merci à nos jeunes boursiers que nous allons de plus en plus accompagner à valoriser leurs travaux, à valoriser leurs recherches, à valoriser la manière dont ils ont contribué à l'enrichissement de nos réflexions. Et nous allons aller dans les entreprises, présenter les travaux et valoriser ce qui est présenté par nos boursiers et pendant l'année qui vient de se passer. Je voudrais particulièrement saluer l'intervention du professeur Wiesmann sur la qualité de ce qu'il nous a apporté, qui va me donner des sueurs froides encore pendant un certain temps à chaque fois que je vais m'exprimer.
Et enfin, je voulais inviter Bertrand de Fédot à venir me rejoindre, ainsi que Patrice Bernard, l'artiste, ainsi que Patrice Bernard, l'artiste sculpteur. Mais avant, je vais passer la parole à Madame la ministre pour un mot de conclusion, et après je vais récupérer... j'ai quelque chose à dire à Bertrand. Voilà. Je voudrais surtout pas, Madame la Présidente, vous empêcher de dire quoi que ce soit à Bertrand. Donc je suis très ennuyée de prendre la parole. Alors bon, vous le savez, moi j'étais la marraine de la promotion qui vient de se clôturer et je suis une marraine pleine de scrupules parce que autant il y a un an, quand j'étais à ta place, cher Quentin, j'étais pleine d'enthousiasme. Je me suis dit, c'est génial, on va faire plein de trucs ensemble. Manque de bol, le 11 janvier, j'ai intégré le gouvernement. Alors je ne sais pas si c'est un manque de bol d'intégrer le gouvernement, c'est une grande chance de servir son pays. Mais par contre, pour la Fondation, c'était un peu plus compliqué parce que je crois que il n'y a aucune promotion qui a eu une marraine aussi absente que cette promotion. Et donc, évidemment, je veux bien évidemment vous prier de bien vouloir m'excuser. On a essayé de se rattraper autant qu'on le pouvait, mais j'avoue que vous voir aller visiter Reims et ne pas être à vos côtés, je peux vous dire que ça m'a vraiment fait mal. Ne pas assister à vos travaux, ça a été compliqué. Et merci d'avoir accepté les chances que nous avons eues il y a quelques jours. Alors, moi, je ne vais pas être très très longue, mais je voudrais évidemment saluer toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui, féliciter les 13 boursiers qui ont commis des travaux qui méritent effectivement tout l'intérêt parce que, vous l'avez dit, je suis arrivée au cours du débat, mais j'ai bien entendu les commentaires qui étaient les vôtres, évidemment, Madame la Présidente, sur Se Loger et les commentaires des professionnels que vous êtes sur l'évolution de ce sujet du logement. Et je comprends évidemment les notions, évidemment, de normes, de complexité. Et tout ça, le vrai sujet, c'est notre capacité à le changer ensemble parce qu'on peut, pendant des années, se dire il y a trop de normes, trop de ci, trop de ça. Et en même temps, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, le qu'est-ce qu'on fait, je pense qu'on peut y réfléchir ensemble pour se dire d'abord, ce logement, finalement, c'est effectivement, et moi, c'est pour moi vraiment un des premiers sujets, le logement, c'est le nid. Le nid, c'est l'endroit où est la famille, quelle que soit la forme de la famille, et c'est là où elle se constitue. C'est donc là où on accompagne celles et ceux qui sont les citoyens de demain, d'où l'importance de ce lieu absolument indispensable dans le développement, notamment de nos enfants. Le logement, c'est aussi, vous l'avez très bien dit, le lieu où l'entreprise, quelle que soit la forme de l'entreprise, se retrouve, et c'est donc un élément de création de valeur, et cette création de valeur, elle est importante pour l'entreprise qu'elle installe, mais elle est aussi importante, vous l'avez rappelé, sur ce que représente votre secteur. Et je crois que nous sommes à un moment particulièrement important, parce que j'entendais le professeur Wiesmann sur cette notion de cycle, et je partage votre avis, parce que je crois que nous ne sommes pas dans un cycle qui aurait vocation à tourner autour de nous-mêmes, mais nous sommes sur, incontestablement, une nécessité d'évoluer parce que, effectivement, un des sujets sur lesquels nous n'avons pas de prise aujourd'hui nous conduit à innover, c'est la notion du climat. Et qu'on le veuille ou non, le climat aujourd'hui nous conduit à anticiper, nous conduit à gérer et nous conduit à réparer. Et si l'on doit anticiper, évidemment, c'est de se dire le changement climatique est devenu une réalité, je pense que plus personne n'en doute. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'en limiter les effets. La notion de gérer, l'exemple que nous avons eu à Valence il y a quelques jours a été extrêmement important sur la capacité que l'on a face à une crise aussi importante d'informer. D'informer, ça veut dire d'avoir une modélisation capable de regarder ce qui va se passer, de partager avec nos concitoyens ce qu'il se passe pour les protéger. C'est un phénomène assez nouveau et qui aujourd'hui est absolument indispensable, et indispensable y compris dans la conception de la ville. Comment est-ce qu'on a capacité à apporter des éléments qui permettent de protéger? Des éléments qui permettent de protéger, c'est comment on est capable d'entretenir un sujet qui a été peu finalement considéré pendant des années, et pour autant on voit bien que dans les catastrophes que l'on rencontre au quotidien, la notion d'entretien est absolument majeure. Je sais que vous avez eu l'occasion de travailler sur ce sujet, et merci de l'avoir fait, parce que ce sont finalement des fonctions qui sont assez peu valorisées, et on voit bien l'importance absolue qui est la leur. Et ensuite, la notion de réparer est tout aussi importante, parce qu'on se retrouve face à des situations absolument
dantesque, avec derrière des questions auxquelles nous n'avons pas les réponses. En d'autres termes, ce qui s'est passé parce que nous avons un événement climatique peut se repasser. Et donc la question, est-ce que c'est reconstruire à l'identique ou c'est de se dire à cet endroit, parce que par exemple les glaciers fondent et que donc on a des éboulements, parce que le fleuve a repris finalement son cours, est-ce qu'on doit retourner à cet endroit-là? Autant d'éléments qui nous conduisent à nous interroger et à nous interroger finalement sur la structure de la ville telle qu'elle a été conçue depuis quelquefois des années pour sûr, et des siècles quelquefois, et quel est l'avenir de cette ville et comment on la protège. Et cette ville, elle est avant tout évidemment riche des habitants qui la composent, et c'est là où se pose la question de la protection. Quand on dit prendre soin de la ville, c'est évidemment prendre soin de celles et ceux qui la composent, évidemment dans l'acception la plus proche, c'est-à-dire effectivement au sens care et soin du terme, mais c'est aussi quel devenir et quelle ouverture on leur propose. Et moi, je me réjouis de voir que vous allez avoir comme parrain l'année prochaine un élu d'une ville de taille moyenne qui a compris que l'avenir de nos villes, c'était probablement le beau. Et l'expérience qu'a menée Quentin à Saint-Dizier est à ce titre absolument exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce qu'elle montre que dans un territoire qui est un territoire qui a connu une désindustrialisation massive, il y a eu capacité à rebondir et à redonner espoir et à redonner fierté d'appartenance, ce qui pour celles et ceux qui composent la ville est un enjeu absolument majeur. Et quelque part, l'exemple de Saint-Dizier, c'est l'exemple d'un nombre de bassins de vie absolument gigantesque en France. Parce qu'un de nos sujets, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt sur la question de transformer du bureau en logement, ce qu'on a dans de nombreuses villes. Moi, j'ai aussi un autre sujet qui m'obsède, et donc je vais vous le partager, c'est finalement la notion de l'aménagement du territoire français. Parce que quand vous regardez la France aujourd'hui, vous avez une France d'une vingtaine de métropoles qui concentrent l'ensemble des fonctions dites essentielles, la recherche, le développement, l'université, les logements. Quand on nous parle d'aller assouplir le ZAN, c'est pas pour Saint-Dizier qu'on va aller assouplir le ZAN, excuse-moi Quentin, hein, mais c'est pour des endroits qui sont déjà des endroits qui sont pléthoriques. Et donc, est-ce qu'une des réflexions que nous devons nous poser, c'est de se dire, regardons la carte des 1300 bassins de vie français et regardons comment vivent-ils, quelles sont les fonctions de ces bassins de vie et comment on a capacité à réfléchir à un avenir nouveau qui n'est pas circulaire, mais qui est lié peut-être à d'autres fonctions qui sont celles, effectivement, liées à de la recherche, à du développement, à des activités économiques nouvelles qui nous font repartir de modèles qui sont des modèles qu'on a peut-être mis de côté à certains moments et qui mériteraient d'être revisités. Parce qu'à ce moment-là, on réépouse la totalité du territoire, ce qui veut dire qu'on revient sur ce sentiment absolument catastrophique de relégation. Un pays dans lequel on a un sentiment de relégation, un pays dans lequel on imagine que ses enfants vivront moins bien que soi, est un pays qui, incontestablement, est enferré dans des interrogations qui ne permettent pas de se projeter. Et quelque part, prendre soin, c'est évidemment non seulement accompagner, mais c'est surtout avoir capacité à porter de l'intérêt, donc à se projeter et à imaginer un futur ensemble. Voilà quelques sujets que vous pourrez évoquer, je n'en doute pas, l'année prochaine. Restez avec nous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On boit vos paroles à chaque fois et quand vous nous avez reçus au ministère, c'était vraiment un grand moment. Je dis aujourd'hui ce que je vous ai dit à ce moment-là, vous êtes une grande femme d'État, donc c'est l'occasion de vous saluer pour cela et on a besoin de ça dans ce pays. Bertrand de Fédot, il y a quelques mois, quand on s'est vu pour la Nuit de l'Action, on a pensé te laisser un cadeau souvenir et en gage de toutes ces années où tu as été président extrêmement engagé de la Fondation Palladio et tu es encore engagé dans la Fondation Palladio puisque, entre autres, nous allons lancer les masterclass à partir de l'année prochaine avec toi. Mais avant de parler de ça, nous t'avions promis sur un papier un cadeau. Alors ce cadeau, cette sculpture est réalisée. Il est où notre sculpteur? Ben voilà, venez. Et donc voilà, on voulait te le remettre en main propre aujourd'hui.
me souviens que c'est une sculpture qui s'appelait Le Chemin. Voilà, je vous passe la parole. Prendre la parole après tous ces intervenants était redoutablement compliqué pour moi qui... Est-ce que je peux le poser ? Ah ben je vous en prie, je vous en prie. Redoutablement compliqué pour moi qui ne suis pas du tout à l'aise pour prendre la parole, et c'est la raison pour laquelle je fais des objets en espérant qu'ils parlent à ma place en fait, quoi. Et c'est bien la raison d'être de cette activité, puisque je l'ai commencé adolescent et qu'à cet âge il me manquait cruellement. Alors cet objet, mon interprétation en tout cas, puisque je pense que cette démarche artistique, du moins qui essaye de l'être, elle a pour but de... Quand les mots manquent, l'objet peut-être par moment peut compléter. Donc ce petit personnage en fait qui avance dans un chemin un peu sombre, un peu intimidant, entre deux murs sombres, et marche vers un passage lumineux un peu étroit, il marche vers un ailleurs. Ces murs, dans mon interprétation, dans mon inconscient finalement, parce que quand on fait tout ça, on ne sait pas très bien pourquoi on le fait, ce sont des murs qui sont bâtis de plein de matières, en fait. Ils sont bâtis de coups du sort, avec lesquels il nous faut composer. Ils sont bâtis des murs que l'on se construit soi-même, parfois de certains dont on a hérité, qui étaient des murs bienveillants, mais dont il faut essayer de se détacher. Mais il me semble qu'au quotidien, ces murs, ils sont composés d'opposition, ils sont composés de noms, des murs de noms en fait, quoi. De noms de gens qui vous empêchent de vivre vos rêves, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de créer un ailleurs en fait, quoi. Des murs de prudence, des murs de statu quo en fait, quoi. Donc dans mon esprit, cet objet est un appel au combat, un appel à l'optimisme, un appel à avancer coûte que coûte, même quand parfois la lumière est ténue et quand le sombre et la joie sont séparés de peu de choses finalement. Donc voilà, c'est tout simple et j'espère que vous y trouverez de quoi bavarder ensemble. Alors, si vous le permettez, j'espère ne pas trop dépasser, mais j'aimerais vous dire un mot supplémentaire, non pas de ce que je sais, de ce que j'ai appris, mais de ce que je sens. En fait, pourquoi on arrive là ? Il me semble que la démarche créative, si elle est sincère, si elle est désintéressée, si elle est personnelle, elle devient artistique. Et que ce travail, cette démarche, elle s'apparente à un assemblage plus ou moins conscient de pièces de notre existence. Finalement, c'est un peu comme faire un puzzle pour moi. Sauf que chaque pièce ne correspond pas forcément à une image, mais à une émotion heureuse ou pas, à une sensation, une odeur, enfouie quelque part. Le problème, c'est qu'à la différence d'un puzzle où on a le couvercle avec les petits chats dans leur panier, donc on sait où il faut mettre les pièces, on n'a pas le couvercle. Évidemment, le couvercle, il est à l'intérieur, et c'est bien ça qui est passionnant, c'est qu'il faut aller chercher le couvercle à l'intérieur dans notre histoire personnelle. Alors, pendant ce processus un peu créatif qui s'impose, hein, ça n'est pas un choix, on cherche, on juxtapose, on modifie, on corrige, on tâtonne, on désespère, parce qu'en fait, ça ne marche pas et ça dure tellement longtemps, en fait. Et pour autant, il y a une petite voix qui vous murmure, votre intuition qui vous dit « Mais si, c'est évident, tu es près du but, continue !» Donc, on continue. Et à un moment, il se passe un premier miracle, l'un des deux miracles de ce chemin personnel créatif pour moi. Le premier, c'est quand de cette espèce de bric-à-brac de pensées et d'objets vient naître, apparaît un ordre, une composition qui vous apparaît comme évidente. Il n'y a plus rien à toucher, à retrancher, à modifier, c'est évident. C'est ça que vous cherchiez depuis 2 semaines, 3 semaines, 200 heures, 3 mois. Vous y êtes. Ça ne donne pas la valeur de l'objet, mais c'est le signe que vous avez réussi à faire résonner un objet par rapport à votre sensibilité profonde. Et en ça, pour moi, c'est une réussite. Le deuxième miracle, c'est quand cet objet, qui est issu du puzzle de votre histoire personnelle, résonne avec l'histoire de quelqu'un d'autre. Pourquoi ce miracle, en fait, quoi.
mis bout à bout, et au bout de quelques années, les objets que l'on crée plus ou moins consciemment, et quand on les aligne, finalement, il se passe un autre moment assez fascinant, c'est que tous ces objets qu'on a fait plus ou moins consciemment, eh bien, on peut tous les justifier, on peut tous les expliquer par le parcours de l'existence et le moment qu'on a vécu, alors que sur le coup, on ne le peut pas. Au final, ce chemin créatif, pour moi, qui est un peu comme une thérapie, en fait, solitaire, il est aussi enthousiasmant qu'éclairant. Il me préserve du bruit du monde. Il crée une chapelle, en fait, qui me protège. Et il permet, dans certains cas difficiles, de transformer le plomb de l'existence en petits lingots. Et ça n'a pas de prix. Merci à tous. Merci beaucoup. Encore une fois, je n'étais pas au courant. Bon. Mais j'apprécie non seulement ce magnifique objet, mais tout ce que vous avez dit autour de cet objet, bien évidemment. Et puis, il y a quelque chose de très particulier dans la manière dont on reçoit un cadeau. C'est que quand on l'a désiré, il est encore plus beau. Or, en l'occurrence, il fallait faire le dessin et après ça, il fallait faire l'objet. Donc, il s'est déroulé un temps entre la promesse du cadeau et le cadeau. C'est ce qu'on appelle le désir. Et comme j'avais gardé en mémoire le dessin, j'ai pu rêver du cadeau. C'est d'ailleurs ce qu'on propose à tous nos enfants quand ils écrivent au Père Noël. Merci beaucoup. Pour ma part, je vais vous dire comment je le vois, peut-être d'une autre façon, mais c'est là que les symboles peuvent se lire. Je pense que cet homme retourne chez lui, tout simplement. Et peut-être qu'il retourne chez lui pour habiter autrement, habiter avec la langue, habiter avec ce qu'il a appris, avec ce qu'il a reçu de tous ceux qui sont dans cette salle, et qui pourra peut-être mettre en pratique l'un des écrivains qui a le mieux parlé de la ville, qui est un Allemand, qui s'appelle Hölderlin, et qui a dit « En poète, l'homme habite le monde ». Merci beaucoup. Eh ben, je vous propose qu'on se retrouve autour d'un verre pour finir cette soirée. Merci infiniment.